Bonjour à tous et merci d'être présents à ce webinaire autour de la qualité des données, de l'audit aux actions concrètes. Et avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de vous présenter qui on a autour de la table. Donc peut-être Antoine, si tu peux te présenter. Avec plaisir. Donc déjà, bonjour à tous et merci d'être là. Vous l'aurez deviné, je m'appelle Antoine et je suis le directeur général de Limpida. J'ai aujourd'hui l'occasion de vous accompagner à travers ce webinaire pour notamment voir comment est-ce qu'on peut aller d'un audit aux actions concrètes à en dédier. Merci beaucoup Antoine et moi-même Marie Lévrotte, directrice marketing et commerciale chez Limpida. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à poser vos questions en levant la main qui se trouve juste en dessous de votre écran. On se fera un plaisir de vous donner la parole. Donc, on aime bien commencer nos webinaires par une définition, une remise en contexte. Donc, l'audit de qualité des données, Antoine, de quoi on parle? Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Et peut-être aussi une question qui peut sembler anodine mais qui est importante. Pourquoi est-ce qu'on audite ces qualités, la qualité pardon, de ces données? Parce que c'est une question de confiance. C'est-à-dire qu'on a bien sûr l'enjeu de nettoyage, de faire en sorte de corriger des incohérences. Mais avant tout, si on ne fait pas confiance à nos données, on ne va pas s'en servir. Donc, exemple tout simple, si 3 mois de suite, je me suis fait avoir avec des données financières erronées, à la 4e fois, je vais peut-être construire mon chiffre d'affaires à la main, ce qui va me prendre plus de temps et à nouveau être source d'erreur pour d'autres raisons. Donc, la vraie question, pardon, n'est pas forcément est-ce que nos données sont propres, mais est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, en fait, ou ça veut dire plutôt, pardon, nos données ne seront vraisemblablement jamais à 100% propres puisque l'erreur arrive et on ne va pas l'empêcher à tout moment. En revanche, si on a mis en place un système de gouvernance et des process, on est en confiance parce qu'on sait que s'il y a une erreur, on en est alerté. Très bien, merci beaucoup Antoine. Et donc, quelles sont les 3 dimensions qui sont reliées à la qualité des données et qu'il va falloir auditer? Donc, la qualité des données repose en grosse partie sur ces 3 dimensions-là qui sont la stratégie, l'organisation et la technique. Ou donc, la dimension stratégique dans ce cas-là se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, la qualité ou les objectifs de qualité plutôt qu'on s'est donnés sont en lien avec nos objectifs business? Autrement dit, nettoyer le log des mails envoyés, ça n'a peut-être pas un énorme intérêt. Pourquoi? Parce que c'est pas là-dessus qu'on construit notre valeur ajoutée. Alors que, en revanche, si nous sommes en train de développer un nouveau produit, faire en sorte que les données de test et de recherche et développement soient parfaitement correctes et à jour, c'est évidemment un enjeu stratégique pour pouvoir accompagner correctement ce développement. Après, on a également la dimension organisationnelle, puisque à la fin, les données sont le résultat de nos travaux respectifs et de ce qu'on fait chacune et chacun. Et donc, ce qui est important également lors d'un audit, c'est d'évaluer est-ce que les rôles et responsabilités autour des différents process qui ont été définis sont toujours en lien avec ce qu'on fait et nos objectifs, mais également est-ce que l'organisation qu'on a mis en place continue à supporter aussi une culture de la donnée, c'est-à-dire aussi est-ce qu'on n'aurait pas à un moment donné introduit une incohérence entre nos ambitions et la manière dont les équipes sont organisées. Dernier volet, la dimension technique, où donc, ça c'est relativement clair, je pense. Si je vérifie à la main, je vais pouvoir travailler par échantillon et vraisemblablement pas très souvent, parce que ça va me demander beaucoup de temps. Alors que si j'arrive à outiller un process bien rodé, eh ben on va pouvoir, je vais pouvoir faire des vérifications plus souvent de façon automatisée et donc à nouveau augmenter la confiance qui sera apportée aux données. Très bien, très clair. Merci beaucoup Antoine. Et avant de se lancer dans un audit, parce que c'est quand même quelque chose d'assez costaud, hein, on ne fait pas ça tous les 4 matins, j'imagine, quelles vont être les questions qui vont nous amener à nous dire, OK, si je ne réponds pas à cette question, je vais devoir auditer la qualité de mes données? Donc, ce que l'on vous propose ici sont une dizaine de questions qui sont sans doute pas exhaustives, hein, mais qui sont au moins suffisamment centrales pour pouvoir faire partie des éléments déclenchant l'envie de faire un audit. On ne va pas toutes les regarder. Si toutefois il y en a une qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à lever la main. Je pense que déjà une première question très importante, c'est de se poser la question, est-ce que vous savez quelles sont les données critiques pour vos activités stratégiques? Donc, je reviens à mon exemple de développement de nouveaux produits. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un endroit dans lequel sont répertoriées l'ensemble des données, comment y accéder, de ce qui contribue à ce développement de produits? Si oui, c'est très bien et éventuellement, il faudra le remettre à jour. Hein, ça, c'est toujours la question. Le faire une fois, puis plus jamais, c'est compliqué. En revanche,
Si à cette question, la réponse honnête et factuelle est non, ça peut être aussi une bonne raison de déclencher un audit de votre fonctionnement autour de la qualité, parce que là, vous avez un réel risque. C'est-à-dire aussi que demain, il y a une fuite quelconque dans votre système d'information. Si vous ne savez pas dire précisément quelles sont les données qu'il faut absolument protéger, ça sera compliqué aussi de remettre le bouchon au bon endroit et très rapidement. Mhm. Une autre question qui peut être assez intéressante à regarder, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un processus documenté, donc j'insiste sur le documenté, permettant de corriger les anomalies et mesurer l'efficacité des actions. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le documenté? Parce qu'il y a très peu de chances que ce process n'existe pas. En revanche, s'il n'est pas documenté et que la personne qui le porte est absente quand on rencontre une erreur, et généralement le hasard fait bien les choses, ça va nous arriver en fin de mois quand le reporting légal est dû et donc on est dans une situation très compliquée, vous allez à nouveau encourir un risque parce que notamment vous avez peut-être pas nécessairement toutes les connaissances sous la main au moment où vous allez en avoir besoin. Mhm. Très bien. Merci beaucoup, Antoine. Et donc, quelle méthode on va avoir pour auditer la qualité des données? Je sais qu'on a une méthode, nous, en 4 étapes qu'on va détailler, hein, chaque morceau. Mais si tu peux déjà nous présenter la vision d'ensemble. Avec grand plaisir. Donc, à nouveau, les étapes qu'on présente là sont sans doute pas exhaustives, mais en tout cas, c'est une méthode qui fonctionne, qui a fait ses preuves. Ou donc, dans un tout premier temps, il va falloir se poser la question de quelles sont les exigences en termes de qualité des données. Donc, quels sont les endroits où, par contre, on veut être le plus propre possible, parce qu'il y a un grand enjeu. Donc, je repense à tout ce qui est reporting réglementaire, où là, potentiellement, donner des chiffres erronés peut, dans le pire des cas, entraîner une sanction, voire pire. Après, la deuxième question sera comment est-ce qu'on accède aux données testées? Est-ce que c'est facile, c'est compliqué? Est-ce qu'on sait à qui demander déjà? Ça semble assez anodin, mais souvent, ça présente déjà le premier challenge à résoudre. Il va falloir regarder de près aujourd'hui quels sont les contrôles de qualité qui existent. Donc, la bonne nouvelle, c'est que s'il n'y en a pas, cette partie-là ira très vite. Par contre, s'il n'y en a aucun, c'est évidemment alarmant puisque ça veut dire également que si on détecte une erreur, c'est entre guillemets par hasard parce que quelqu'un qui a une très bonne connaissance se dit tiens, c'est incohérent, il vaudrait mieux regarder de plus près. Et à la fin, et c'est là où l'audit tiendra également sa vraie valeur, il s'agira d'exploiter les résultats, de suivre les corrections, mais ça évidemment en permanence. C'est-à-dire que il faut en permanence réévaluer également les exigences en matière de qualité parce qu'on a peut-être acheté une nouvelle société, on a lancé une nouvelle gamme de produits, notre business évolue généralement au jour le jour, mais tout comme également l'exploitation des résultats doit faire partie de quelque chose de permanent, de façon à continuer à empiler sur les bons retours et s'améliorer petit à petit. Hmm. Ok, très bien. Merci beaucoup, Antoine. Et donc, pour cette première étape de définir pardon, excusez-moi, les exigences en matière de qualité des données, est-ce qu'on peut détailler donc les 4 sous-étapes, sachant que on va avoir des actions à réaliser, des livrables et des preuves d'audit aussi. Et que j'imagine qu'en fonction de la maturité de chacun, tout n'est pas, voilà, on a essayé d'être le plus exhaustif possible, mais voilà, faut l'adapter. Voilà, donc la première étape, ce sera de bien regarder de près les besoins métiers, c'est-à-dire aussi dans quelle mesure, accompagnant un besoin métier, les exigences de qualité ont été données. Donc, je prends un exemple, notre besoin métier relativement simple, c'est un reporting de chiffre d'affaires. Est-ce qu'à un moment donné, il a été défini que si aujourd'hui il y a une erreur, je m'attends à ce qu'elle soit corrigée dans les 2 heures, la journée, les 2 jours, relativement peu importe. Il s'agit là, ici, de savoir en fait que les règles de jeu soient claires et que le métier ait eu l'occasion d'exprimer précisément son attente vis-à-vis d'un process de surveillance. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est le métier qui va être l'utilisateur final et donc à nouveau, à eux de jauger selon la criticité, si oui ou non on a besoin d'un dispositif de rétablissement très puissant, très rapide, ou si au contraire, on peut très bien se donner aussi un petit peu plus de souplesse de façon à dédier des ressources potentiellement à autre chose. Deuxième sujet, ce sera aussi d'analyser la couverture des dimensions de qualité, puisqu'il n'y en a pas qu'une seule, hein. On parle généralement de l'exactitude, la complétude, c'est assez clair. La cohérence, donc c'est là où, par exemple, on pourrait même imaginer des vérifications. Si mon chiffre d'affaires d'un mois à l'autre a fait x3, ça veut un minima dire qu'il va falloir que je regarde. Pas parce qu'on n'est pas content d'avoir vendu plus, mais en revanche, ça fait une croissance si importante qui peut, à côté de la performance commerciale, peut-être avoir un problème sous-jacent dans le calcul qui serait dommage de ne pas regarder, tout comme l'actualité et l'unicité sont également très importants. Autrement dit, est-ce que dans les contrôles en place, on est bien certain d'avoir couvert l'ensemble de ces dimensions?
Et à la fin, ça peut se traduire en termes de livrables, par exemple, par une documentation de ce qui est contrôlé, avec également des seuils et des critères. Donc un seuil, ça peut être jusqu'à 5% de déviation, on considère que ça peut arriver, c'est pas forcément grave, ça ne va pas fausser notre analyse, mais au-delà, il faut agir. Tout comme on peut également retrouver dans cette documentation les attentes en termes de rétablissement, si jamais il y a une erreur, de façon à être bien clair sur les règles du jeu. Troisième étape, ce sera la priorisation et la criticité. Donc, on en a déjà parlé dans les deux étapes auparavant. En revanche, il faudra, mine de rien, regarder également est-ce qu'on est cohérent entre les criticités et les priorités de contrôle. C'est-à-dire, si j'ai un sujet métier qui est considéré non critique, mais qui est celui qui se fait le plus contrôler, ben là, quelque part, il y a besoin, à minima, d'en parler et aussi de comprendre quelle est la volonté de faire ça. Un des livrables qui peut guider aussi, c'est notamment une matrice de criticité qui va croiser l'impact d'une erreur. Donc, dans quelle mesure une erreur va entraîner un impact sur mon business. Admettons qu'on gère un e-shop et que les prix sont faux, et bien là, évidemment, c'est très grave, puisque dans le pire des cas, on va attraper beaucoup de commandes avec un prix, admettons, divisé par deux. Ça, on ne veut pas l'avoir. Mais aussi, il faut la probabilité d'erreur. Et la probabilité d'erreur, dans ce cas-là, ça peut être soit une estimation basée sur des données historiques, ou aussi tout simplement votre estimation en tant qu'expert qui vous fait trouver une valeur qui sera sans doute pas la vérité absolue, mais par contre suffisamment juste pour vous guider. Dernière étape, ce sera notamment d'évaluer également la validation de la gouvernance. Donc, à nouveau, est-ce qu'il existe un process formalisé qui permet de valider, de réévaluer les règles au besoin, puisqu'encore une fois, votre business évolue, donc la règle qui est valable aujourd'hui ne l'est peut-être plus dans 6 mois, ce qui n'est pas une erreur. En revanche, il pourrait être potentiellement dangereux de manquer de la mettre à jour. Ou donc là aussi, en termes de preuves d'audit ou de livrables, vous pouvez à chaque fois aussi formaliser sous forme de note /PV. Alors, le PV, ça semble vachement lourd, mais comme ce sont des choses internes non légales, on peut se mettre d'accord sur un template facile à remplir qui permet de garder trace aussi des différentes évolutions. Pourquoi? Si on fait évoluer une règle, dans quelques mois, on ne se rappelle peut-être plus pourquoi. Si c'est bien documenté, par contre, on saura qu'est-ce qui a conduit à cette évolution. Oui, il ne faut pas non plus construire une usine à gaz, quoi. Il faut qu'elle se soit maintenable dans le temps. Exactement. Tout à fait. Et au niveau de l'étape 2, donc comment on évalue l'accès aux données testées? Donc là, dans un premier temps, la question, puisque si on veut auditer, il s'agit également de pouvoir tester des choses sans impacter un environnement de production. Quelle est la disponibilité des environnements de test? Qu'est-ce qu'on entend par ça déjà? Est-ce qu'ils existent, tout simplement? Et aussi, par contre, si j'ai envie de m'en servir, est-ce qu'il suffit d'en faire la demande? Et dans un temps raisonnable, j'ai des données qui sont proches de mes données de production pour avoir une vraie référence? Ou est-ce qu'au contraire, si je lève la main pour dire j'aurais besoin d'un environnement de test, je mets en route 4 personnes qui vont travailler pendant une semaine pour le remettre à niveau? Je caricature un peu. Le but étant ici aussi de trouver une mesure raisonnable qui vous permet de dire un environnement de test, on n'en a pas besoin tout le temps, donc qu'il ne soit pas à jour, c'est pas très grave. En revanche, si aujourd'hui j'en fais la demande, demain je veux m'en servir, ça me semble pas trop ambitieux pour dire aussi, dans ce cas-là, je peux conduire mon audit et ma vérification de mes tests dans un temps raisonnable sans déjà avoir ce premier décalage. Deuxième sujet, ce sera aussi de vérifier les règles d'accès et de sécurité. Donc là, pareil, hein, les environnements qui sont utilisés pour faire des tests ne devraient pas être accessibles à tout le monde, parce que généralement, si je veux tester l'exhaustivité des données, ça veut dire également que j'ai accès à absolument tout. Et donc, il ne faudrait pas qu'on induise des fuites en termes de confidentialité, mais ce qui veut dire également en termes de livrables, idéalement, on devrait avoir une politique d'accès et un registre aussi des personnes habilitées à y accéder. Ce qui est important là, c'est pas simplement de les lister, c'est aussi de revoir de façon périodique ces accès-là. Je prends l'exemple classique. Quelqu'un qui a travaillé aux ressources humaines avec un accès au salaire change de fonction. Il faudrait au plus tard à la prochaine revue périodique que l'accès au salaire soit révoqué pour éviter des sujets de confidentialité. Il sera important également de vérifier la traçabilité entre les données sources et les transformations qui sont appliquées. Donc, est-ce qu'il existe une documentation qui n'a pas forcément besoin de détailler chacune des étapes jusqu'à la dernière virgule de code, mais au moins le sens business et pourquoi pas aussi une approche de vérification de cohérence si entre le début et la fin, je me retrouve toujours sur quelque chose de fiable et de correct, sachant que là, ce qui peut toujours appuyer en termes de livrables, c'est notamment une cartographie des flux de données. On peut aussi appeler ça un graphique de dépendance qui aujourd'hui en plus est produit assez souvent comme un side product selon les outils qu'on utilise. Et ce qui peut évidemment aider encore plus, c'est de mettre en place un catalogue de données qui permet de tracer de façon très précise avec une documentation comment est-ce que je suis arrivé de ma source brute
à mon produit final qui va me servir à alimenter à quelconque reporting. Pour arriver à la fin, sur la vérification de la représentativité des jeux de données, puisqu'on ne va jamais pouvoir tester 100%, ou du moins, si on le fait, ça veut dire également qu'on déploie un effort considérable à le faire. Et donc, il est important aussi, de façon régulière, de vérifier que les échantillons que l'on a choisis soient bien encore représentatifs vis-à-vis de notre business. Donc, je reviens sur mon point initial. Comme notre activité évolue régulièrement, on se doit également de faire en sorte de vérifier que notre process d'audit reflète toujours 100% de notre réalité. Et en termes de monitoring, tu conseilles que c'est à quelle périodicité? C'est de façon trimestrielle, de façon annuelle? Alors, je vais faire la réponse qui fait jamais plaisir et dire ça dépend. C'est-à-dire aussi que là, il va falloir faire appel à la connaissance des personnes expertes. Globalement, je pense qu'au trimestre, c'est un rythme qui est bien parce que c'est relativement court pour éviter des gros accidents sans être trop lourd. Si on le faisait par exemple à la semaine, ce serait, je pense, beaucoup trop court et non réalisable. En revanche, ce qui est important aussi, c'est de ne pas se limiter et de rester cloisonné dans son rythme. Typiquement, on peut très bien avoir fini notre vérification trimestrielle. 2 semaines après, on apprend qu'on va acheter une nouvelle société. Ça doit évidemment, une fois que ce rachat est réglé, déduire ou donner plutôt sur un audit à nouveau, de façon aussi à être certain qu'on ait bien intégré les données nouvelles dans notre périmètre au même titre que les autres. Très bien, merci beaucoup Antoine. Et par rapport à cette étape 3, donc comment on évalue les contrôles de qualité des données qu'on aura mis en place? Donc là, on va contrôler le contrôle, ce qui peut sembler bizarre, mais ce qui est pourtant important, puisque dans un tout premier temps, on va à nouveau vérifier que la liste des contrôles qui existent soit bien en ligne avec la dimension de qualité et les jeux de données qu'on a définis comme étant critiques. On va également se servir des derniers mois de surveillance pour éventuellement les adapter. C'est-à-dire aussi que si on retombe régulièrement sur la même erreur, à un moment donné, ça doit quand même donner lieu aussi à un redesign du process de façon à ne pas refaire la même erreur tout le temps, pour après vérifier l'automatisation et la fréquence d'exécution. Donc, sachant que, et ça je le dis pour les sociétés qui n'en seraient peut-être pas encore là, si vous n'avez pas de contrôle, c'est très bien que vous y réfléchissez, puisque notamment, vous êtes dans une situation où potentiellement vos données sont complètement erronées, vous ne le savez même pas, et vous le découvrez sans doute par hasard, peut-être, voire même trop tard. En revanche, si on a déjà des contrôles en place, ce qui sera intéressant, ce sera de vérifier leur automatisation, la fréquence. Pourquoi? Parce que on commence, ou plutôt le début, c'est de définir ce qu'on a besoin de contrôler. Donc là, ce sera en termes de logique business, logique métier, de faire en sorte de savoir ce qui a besoin d'être surveillé. Après, par contre, l'automatiser, ça, c'est un projet à part entier qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut se doter à un moment donné des outils nécessaires, il faut savoir les mettre en place, les paramétrer et gérer en accompagnement tout ce qui est documentation et des choses qui s'en suivent. Et donc là, il va être important aussi, d'audit en audit, de vérifier aussi, est-ce qu'on s'approche des 100% d'automatisation là où c'est possible? Tout n'est pas automatisable. En revanche, si on arrive à couvrir une grande partie, ça nous donne davantage de confiance et d'assurance dans l'utilisation de nos données. On va également, pour les contrôles, réévaluer la pertinence des seuils. Donc là, à nouveau, il sera important de faire en sorte que les seuils soient toujours en lien avec nos objectifs métiers. Et là, en termes de livrables, pour faire un exemple, on peut toujours s'appuyer sur l'historique des ajustements de seuil, puisque si d'audit en audit, on augmente le seuil de tolérance, ça veut dire aussi que quelque part, on devient, entre guillemets, plus laxiste, parce que pour une raison X ou Y, on n'a pas su corriger le problème à la source. Parfois, on n'a pas de choix que de faire ça. En revanche, si on se rend compte que à chaque fois on augmente le seuil, on doit avoir un problème quelque part sous-jacent qui fait que les problèmes de qualité ne font que se creuser. Pour à la fin également vérifier la restitution, le suivi des résultats, puisqu'à nouveau, si on fait tout ça pour que personne s'en inspire et regarde, c'est dommage. Donc là, à nouveau, il sera important de vérifier que la manière dont les résultats aujourd'hui sont mis à disposition pour analyse soit encore en cohérence avec nos réalités terrain. Je reprends mon exemple de l'intégration d'une société. Le temps que cette intégration se fasse, il sera sans doute intéressant d'avoir un suivi de la qualité, combien de données on a déjà ingérées, qu'est-ce qui reste à faire. Une fois l'intégration faite, ce rapport peut disparaître puisqu'il ne servira à plus personne en dehors de éventuellement répondre à des questions historiques. Mais dans ce cas-là, c'est très ponctuel et on n'a peut-être pas besoin de maintenir à jour. Très clair, merci beaucoup Antoine. N'hésitez pas à poser vos questions en levant la main juste en dessous. Et dernière étape, donc comment on exploite les résultats et on suit les corrections.
Voilà, donc notamment, on vous a dit également que ce webinaire parlait de comment passer de l'audit aux actions concrètes, puisque tout le but à la fin, c'est d'avoir des recommandations. Et donc, dans un premier temps, il va falloir qu'on trouve dans les résultats les anomalies prioritaires, puisque à nouveau, on peut avoir des erreurs. C'est dommage, mais c'est pas très grave. Tout comme on peut en avoir qui sont par contre vraiment critiques, parce que dans le pire des cas, ça pourrait induire des mauvaises décisions. Donc là, l'un des livrables qui est toujours intéressant, c'est notamment de déjà lister les anomalies qu'on a trouvées et de les classer par criticité et domaine aussi, parce que le point 2, donc donner, enfin assigner et suivre les actions correctives, on ne pourra jamais tout faire en même temps. Notre temps est limité et donc ce qui là est intéressant, c'est notamment de les prioriser, faire en sorte que chacune des actions ait une personne responsable et un délai de traitement. Donc ce délai de traitement peut être très loin, même si c'est sur un an, c'est pas forcément un problème. Par contre, il faut qu'au bout d'un an, cette personne se fasse relancer pour dire j'ai fait, j'ai pas fait, j'ai rencontré un blocage quelconque, de façon à ce qu'on soit certain que l'ensemble des actions correctives soient mises en place. À la fin, il va falloir donc également vérifier que la correction a été bien faite, puisque ça peut nous arriver également de vouloir corriger quelque chose et soit on casse quelque chose d'autre parce on a manqué la dépendance, pourquoi pas aussi le manque de documentation, c'est pas impossible. Ou alors, il faut également simplement s'assurer que la correction qui a été imaginée soit bien la bonne et la logique s'applique comme il faut. Là, à nouveau, le but, ce sera aussi d'avoir en place un process qui vérifie que partout là où il y a eu une correction, on rejette mine de rien un œil pour vérifier que cette correction se reflète bien comme on veut, pardon. Et à la fin, le but, ce sera de mesurer également si l'ensemble des mesures qu'on prend ont bien l'effet escompté. L'effet escompté étant que, évidemment, on retrouve de moins en moins d'erreurs. Si on est déjà dans une situation de surveillance automatique, c'est relativement simple, parce que dans ce cas-là, l'outil saura nous dire le mois de novembre 2025, combien de fois il y a eu une erreur, un warning, ça dépend après comment on les a classifiés, de façon aussi à pouvoir suivre ça dans le temps, de façon à se dire, OK, ça fait un an, 2 ans qu'on est en train de mettre en place activement cette gestion de la qualité, on devrait logiquement voir le nombre d'erreurs baisser. Très clair, merci beaucoup Antoine. Et du coup, comment on inscrit la qualité des données une fois qu'on l'a audité dans la durée? Donc, on en a déjà un petit peu parlé. Le but de la qualité, ce n'est pas de se dire on est au mois d'août, le business ralentit, donc action coup de poing, on va tout nettoyer pour se remettre en conformité. Parfois, ça peut être d'ailleurs très intéressant de le faire, mais en tout cas, vous allez donc sortir du mois d'août dans une situation parfaite et au mois de décembre, vous dire mais en fait, on est revenu à comme c'était avant. Donc, le but, c'est notamment de dire aussi la qualité des données, c'est pas quelque chose qui se fait à un moment, mais ça se fait en permanence. Et donc, elle se décrète pas, elle se pratique. C'est pas parce qu'on a décidé de se mettre en qualité que ça va se faire. Il va falloir faire en sorte que l'organisation dans son ensemble arrive à pratiquer notamment ses contrôles, ses process, arrive à les exercer. Alors, le grand problème, c'est que la qualité des données n'est pas le sujet qui donne le plus envie de travailler dessus. C'est souvent perçu comme quelque chose de plutôt contraignant, plutôt lourd, alors qu'en réalité, si on arrive à faire en sorte que ces validations, contrôles, alertes deviennent des réflexes naturels, on va en tirer une vraie valeur parce que notamment, on sera en confiance vis-à-vis de nos données et on passera beaucoup moins de temps à les corriger. Donc, c'est dur souvent d'emmener l'organisation au début. En revanche, l'objectif étant de passer moins de temps sur des corrections à la mort de nœud, ça peut être l'intérêt aussi d'y arriver, puisque, et vous le voyez comment s'y prendre, les règles de cohérence, donc ce que l'on peut, on l'applique dès la saisie dans les outils métiers. Parfois, il y a des limitations techniques qui font que ce n'est pas possible, mais idéalement, on va faire ça. Les contrôles de complétude, on peut les faire dès le chargement, dès l'intégration de nouvelles données, de façon déjà à ne pas créer quelque chose avec, avec des manques de données dès le début. Et à la fin, il faudrait idéalement remonter les écarts identifiés dans les mêmes circuits que les incidents métiers, puisque généralement, s'il y a un écart, c'est quelque part dans le process métier qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Donc, soit on a une mauvaise saisie, un mauvais traitement quelconque, ou alors la donnée sous-jacente a changé, ce qui veut dire qu'il faut adapter sa logique de transformation. Dans les deux cas, ça nécessite une intervention du métier pour expliquer ce qui s'est passé. Et idéalement, on automatise la transformation des données avec l'approche ELT, donc Extract, Load and Transform. Pourquoi? Ça nous permet de dire on extrait tel quel de nos sources, on charge et après on transforme, ce qui veut dire également que on saura à tout moment dire si c'est soit dans la transformation, soit à la source qu'il y a eu une erreur, ce qui est important parce que si c'est l'un ou l'autre, les actions correctives ne seront pas les mêmes. Très clair, merci beaucoup Antoine. Euh, et donc, on en vient aussi. L'idée, c'est pas juste non plus de mettre des outils type un clé, parce que
etc. Donc, comment on met en place cette gouvernance pragmatique? Voilà, donc le but, c'est absolument pas de créer quelque chose qui génère du travail supplémentaire ou qui frustre. Au contraire, c'est quelque chose qui doit créer un cadre de cohérence et de priorisation. Donc, globalement, ça doit me donner un certain nombre d'outils sur lesquels je peux m'appuyer de façon à savoir comment me comporter selon les différentes situations que je vais rencontrer. Donc là, au lieu d'avoir des comités et des procédures très nombreux et variés, on va essayer plutôt de rester sur des formats très courts, concrets et surtout orientés à la décision. C'est-à-dire aussi que on n'a pas gagné grand-chose si une fois par mois on se dit que nos données sont en qualité pitoyable, si derrière ça ne donne pas sur des actions, des décisions très claires. Une décision pourrait être également qu'un logiciel métier est peut-être suffisamment vieux et suffisamment compliqué à gérer, qu'on décide de l'abandonner, de se moderniser, aussi dans le but de régler nos problèmes de qualité des données. Donc, ce que l'on peut faire à cet effet, c'est mettre en place ce comité mensuel qui ressemble les différents profils nécessaires. Par contre, de faire en sorte aussi qu'à chaque session, on regarde un périmètre restreint de façon à pouvoir aller suffisamment dans le détail et conclure par une feuille de route courte avec à nouveau des actions qui doivent avoir des responsables et des échéances. Donc là, le but, c'est pas forcément à chaque comité mensuel de balayer 100% du périmètre, parce que là, on va rester à un niveau très élevé, mais plutôt de se définir un template, format de 2 heures grand maximum. On regarde un domaine précis, on a 3-4 points à vérifier, surtout on regarde les différentes anomalies, et sorti de comité, chacun des membres repart avec une liste des courses, des choses à faire, idéalement jusqu'au comité prochain, si c'est réaliste en termes de timeline, mais en tout cas, on ressort tous les mois avec des nouvelles actions qui vont aller dans le but d'améliorer la qualité. Très bien, merci beaucoup Antoine. Il y a aussi un autre point, hein, c'est de prioriser les chantiers. Tu parlais de segmenter par rapport à des périmètres, mais donc là, j'imagine que c'est la suite. Comment on s'y prend? Tout à fait. Donc, il est important de se rappeler régulièrement que l'ensemble des données n'ont pas forcément la même importance. Donc, ça veut dire également, si on s'efforce à tout contrôler, on risque à la fin de mettre beaucoup d'efforts sur des sujets qui n'auront pas l'impact attendu. Je reviens à mon exemple extrême de vérifier le log d'envoi d'email et de dire s'il y a un décalage de 2-3 minutes sur l'heure d'envoi, je pense qu'on s'en remet sans problème, alors qu'il y a sans doute d'autres sujets où ce sera plus important d'être présent. Et donc, la priorité doit aller sur les domaines où la donnée influe soit directement la performance, donc il peut être commercial, de production, peu importe, ou alors là où j'ai des sujets de conformité. Je reviens sur mon reporting réglementaire. Pour peu qu'on soit noté en bourse, on n'a pas forcément le droit à l'erreur quand on soumet ces chiffres sur une base mensuelle. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Des exemples typiques de données critiques sont les données clients qui vont alimenter, par exemple, la facturation, mais aussi, exemple tout simple, on arrive sur la période de fin d'année, peut-être qu'on a envie d'envoyer des cadeaux à nos grands clients, ce serait vraiment dommage de l'envoyer à la mauvaise adresse. Exemple à nouveau terre à terre, mais par contre, ce serait dommage d'arriver dans ce genre de situation. On a déjà parlé des données financières, donc là, on a l'exigence réglementaire qui est généralement assez forte, mais on peut également regarder de très près les données produits, puisque là, notamment le domaine logistique, ce serait dommage de ne remplir un camion qu'à moitié parce que à un moment donné, on a doublonné les dimensions de notre produit et du coup, le transporteur repart avec le camion à moitié vide, mais que pourtant, évidemment, il va falloir payer à 100%. Hmm. Enfin, comment on fait vivre la démarche dans la durée? Alors maintenant qu'on a parlé de toutes ces actions pragmatiques et là où on va demander, entre guillemets, à certains acteurs d'agir, il va aussi falloir faire en sorte qu'on garde le lien, puisque autant l'équipe rapprochée va souvent en parler et sera très claire, assez souvent, de façon ponctuelle, on va par contre s'appuyer aussi sur des experts métiers qui vont donc faire solliciter de temps à autre. Et donc là, le but, c'est de faire en sorte qu'on ait créé un process d'amélioration continue, donc qui s'arrête jamais, d'aussi faire en sorte que chacun des audits doit nourrir le suivant. Donc, fort de ce qu'on vient de faire, la prochaine fois, on saura comment mieux s'y prendre. Et donc, ça veut dire également d'avoir déjà un cycle d'audit régulier, ce qui permet aussi de solliciter les experts métiers de façon quand même au moins avec un calendrier et de faire en sorte que ça reste dans leur esprit. Mais ce sera surtout un sujet de communication sur les progrès réalisés, puisque si je me fais solliciter pour travailler sur un audit, c'est certes intéressant, mais c'est du travail en plus. Derrière, j'aimerais mine de rien aussi voir, est-ce que ce temps et cet effort passé apportent des fruits ou est-ce qu'au contraire, malheureusement, on n'a pas encore été au but et donc
il faut éventuellement remettre un tour et retravailler le sujet. Très bien, merci beaucoup Antoine. Et donc, comment on peut démontrer le ROI de la démarche? C'est finalement la finalité hein, de toute action, de tout projet. C'est bien sûr important de retrouver un retour sur son investissement, qui dans ce cas-là sera vraisemblablement du temps et sans doute un petit peu de budget financier, où là, la première mesure, c'est souvent le temps gagné, puisque on va plus ou moins facilement pouvoir interroger nos collègues pour savoir combien de temps a été passé à corriger des choses manuellement, et si ces corrections ne sont plus nécessaires, déjà, ça nous fait une première mesure. Si on veut, ça peut se traduire aussi en mesures financières à travers un taux horaire et le temps passé estimé. Mais le but étant déjà dans un premier temps de voir qu'on a dégagé du temps sur des actions à faible valeur ajoutée pour aller faire autre chose. On va aussi pouvoir suivre l'évolution des anomalies. Donc idéalement, on suit une baisse. En revanche, si on commence à voir les anomalies qui se remettent à monter, ça veut sans doute dire que dans notre dispositif, quelque part, on doit avoir un trou dans la raquette. Tout comme on peut aussi objectiver la fiabilité des reportings. C'est-à-dire aussi, est-ce que on arrive éventuellement à voir s'il y a encore beaucoup d'export Excel. Export Excel, souvent, ça veut dire que notre rapport, soit il n'est pas entier et donc les personnes font un téléchargement des données pour les compléter, ou alors il est carrément faux. En revanche, je m'y connais suffisamment bien pour corriger les 2-3 points qui sont faux et à la fin obtenir le résultat qui m'intéresse. On peut également voir si on fait des audits internes, l'impact sur la conformité. Donc, tout simplement, à combien de reprises certaines équipes ont des anomalies liées à la donnée, pas. On peut également voir la satisfaction client à travers, par exemple, à nouveau, hein, les erreurs de facturation ou encore les scores NPS, où là, le but est évidemment de faire en sorte que nos clients soient le mieux servis possible. Et si on voit à travers toutes ces initiatives, pardon, que la donnée se fait de plus en plus réutiliser, c'est-à-dire aussi qu'il y a des cas d'usage qui naissent, qui sont utilisés, une dynamique qui s'instaure dans l'organisation, c'est un très très bel ROI puisque globalement, ça veut dire qu'à travers l'augmentation de la confiance qui est faite aux données, eh bien, il y a des nouvelles idées qui naissent, des nouveaux usages qui en sont déduits, ce qui veut dire globalement également qu'on arrive à se rapprocher de l'objectif qui serait idéalement que tout le monde utilise la même donnée centralisée qui soit la seule vérité et qu'on ait de moins en moins de fichiers Excel qui traînent de façon dispersée dans les différents coins de l'organisation. Très clair, merci beaucoup. Bon, c'est une liste non exhaustive, hein, j'imagine qu'il y a énormément d'actions qu'on peut mettre en place, mais que c'est plus au cas par cas aussi. En fonction même du privé, du public, on peut avoir différentes choses, différentes actions pour démontrer le ROI. Tout à fait. Très bien, bah, merci beaucoup Antoine. Avant de passer aux questions-réponses, rapidement, donc à propos de Limpida, donc nous on a un cabinet de conseil et d'intégration sur toute la chaîne de valorisation des données. En matière de qualité des données, donc on va vous proposer des audits et diagnostics. On va vous aider également dans le déploiement d'une stratégie. Hein. Ça peut être aussi de l'aide au choix d'outils comme des data catalogues ou des business glossary par exemple. On va vous aider également dans l'automatisation des processus. Ça peut être des contrôles de qualité des données par exemple. Et enfin, dans toute la partie formation et sensibilisation, parce que comme on l'a dit, hein, c'est une démarche qui doit s'inscrire dans le temps, mais qui doit s'inscrire dans le temps en sensibilisant les différents acteurs. Suffit pas juste d'implémenter un data catalogue, hein, il va falloir aussi les pousser à l'utiliser. C'est pas juste l'utiliser, c'est pourquoi l'utiliser, comment, en quoi ça m'importe dans mon business. Donc voilà, on vous aide à travers différents ateliers pour ce faire. Et également, on a différentes ressources sur notre site. On essaie d'en sortir au moins une fois par mois, que ce soit des templates à télécharger et directement réutilisables comme notre grille de maturité data ou encore des livres blancs, des e-books. Voilà, on essaye d'être assez innovant pour vous proposer chaque mois des contenus. Et je m'arrête là, partie commerciale, parce que le but, c'est de vous laisser la main. Si vous avez des questions, Antoine est pleinement disponible. Voilà, il sera un plaisir d'y répondre. Si jamais vous avez la parole ici, vous pouvez tout à fait aussi nous contacter plus tard.
pas de questions. Je pense que nous avons été très clairs. Bon, on attend encore quelques minutes si jamais vous voulez poser vos questions et ensuite on va clôturer le webinaire. Et dans tous les cas, je vous enverrai également le replay et la présentation parce que c'est vrai qu'on a passé pas mal de choses en revue, notamment les différentes étapes très détaillées. Donc voilà, merci Delphine pour votre bravo. Bon, bah, nous vous souhaitons une très bonne journée en tout cas. N'hésitez pas à revenir vers nous par mail et je vous envoie de toute façon le contenu très prochainement cet après-midi. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci, très bonne journée.